Madame, Monsieur, bonjour. Après 30 années passées à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à la grande question, oui, que veulent-elles au juste? Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Sigmund Freud. Je reprends cette citation pour vous. Après 30 années passées à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question, que veulent-elles au juste? C'est avec plaisir que nous renouons le contact avec vous. C'est vrai que chacun de vous a déjà pris position devant son petit écran. Pour planter le décor, on va d'abord prendre contact avec notre consoeur dans le studio B de cette émission Morning Live. Oui, Morning Live, que vous avez du plaisir à suivre samedi et dimanche. Naomi Soumanou, qui est déjà sur place pour nous présenter le journal de Morning Live. Modeste Aliwanou, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver donc ce dimanche 6 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci donc de me retrouver une fois encore ce week-end pour ce journal de Morning Live. Nous démarrons donc avec l'actualité internationale, direction le Brésil. Et c'est au Brésil, effectivement, que Luiz Inácio da Silva de Lula a fait un comeback historique à la présidence. L'ancien président a été élu dimanche pour un troisième mandat en remportant la victoire avec 50,9% des voix face au chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, qui a obtenu 49,1%. Acclamé par une impressionnante marée rouge de centaines de milliers de partisans massés sur l'Avenida Paulista de Sao Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva a prôné la paix et l'unité après son élection à la présidence du Brésil. Il a dédié sa victoire à toutes les femmes et tous les hommes épris de démocratie et de liberté. Je lance un appel pour vous dire que ce n'est pas ma victoire. Ce n'est pas seulement une victoire du PT, Parti des travailleurs. C'est une victoire pour toutes les femmes et tous les hommes qui aiment la démocratie et qui veulent la liberté et qui veulent un pays plus équitable et plus juste. Luiz Inácio da Silva se pose en rassembleur qui va gouverner à partir du 1er janvier tous les 215 millions de Brésiliens et Brésiliennes, pas seulement ceux qui ont voté pour lui, promet-il. Sa victoire a été saluée par des feux d'artifice et des cris de joie dans de grandes villes comme Rio de Janeiro et Sao Paulo, où des centaines de milliers de personnes ont fait la fête dans la rue. Comme je l'ai dit, c'est un moment de grande joie, mais aussi de grande responsabilité. Et nous devrons reconstruire beaucoup de choses qui ont été détruites dans le domaine de l'éducation, de la santé publique, des infrastructures, etc. C'est la première fois qu'un président brésilien échoue dans sa tentative de réélection. Au bonheur de certains Brésiliens, qui considèrent Lula comme synonyme d'espoir. L'espoir de voir des jours meilleurs, surtout pour les minorités. Les vaincus avaient l'habitude de dire que les minorités devaient se taire. Maintenant, les minorités n'ont plus à se taire et c'est tout. C'est tant de bonheur. Les dirigeants du monde ont unanimement salué la victoire de Lula. Le président français Emmanuel Macron souligne que cette élection ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Dans un tweet, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak indique être prêt à travailler avec Lula sur des questions comme la croissance de l'économie mondiale, la protection des ressources naturelles de la planète et la promotion des valeurs démocratiques. Les présidents américains Joe Biden et russe Vladimir Poutine soulignent leur hâte de travailler avec lui pour poursuivre la coopération entre leurs pays respectifs. Le président brésilien Jair Bolsonaro a autorisé la transition le 1er novembre après l'élection de Lula et s'est engagé à respecter la Constitution, sans toutefois reconnaître explicitement sa défaite lors de sa première déclaration 2 jours après la présidentielle. Regardez. 2 minutes. C'est le temps qu'aura duré l'allocution de Jair Bolsonaro au palais présidentiel de l'Alvorada à Brasilia. Après 2 jours de silence et sans vraiment reconnaître explicitement sa défaite, il s'engage à respecter la constitution brésilienne tout en critiquant à demi-mot les barrages routiers érigés par ses partisans. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros
Je tiens tout d'abord à remercier les 58 millions de Brésiliens qui ont voté pour moi le 30 octobre. Les mouvements populaires actuels sont le résultat de l'indignation et d'un sentiment d'injustice sur la façon dont le processus électoral s'est déroulé. Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues, mais nos méthodes ne peuvent être celles de la gauche, qui ont toujours nui à la population, comme l'invasion des biens, la destruction du patrimoine et la restriction de la liberté de mouvement. Depuis la fin de la dictature militaire en 1985, Jair Bolsonaro est le premier président à ne pas avoir été réélu. Il a été battu sur le fil par Luiz Inácio Lula da Silva avec un écart d'un peu plus de 2 millions de voix. Rapidement, certains de ses partisans ont décidé de bloquer des axes routiers. Selon un bilan communiqué ce mardi soir par les autorités, la police routière fédérale a levé 490 blocages ces dernières heures, mais 191 barrages filtrants ou complets seraient toujours opérationnels. Nous sommes là parce que nous n'acceptons pas les résultats du premier tour, les résultats du second tour, ni que ce voleur prenne ses fonctions à Brasilia. Des barrages routiers condamnés par le Parti des travailleurs de Lula. C'est criminel, ce sont les fauteurs de troubles de Bolsonaro. J'espère que la police y mettra bon ordre. C'est un problème qu'on doit au gouvernement Bolsonaro, au gouverneur. J'espère qu'ils y mettront bon ordre. Il me semble qu'il y a déjà une série d'actions en cours. Lula doit prendre officiellement ses fonctions au 1er janvier, mais sera au travail dès jeudi pour démarrer le processus de transition. Des voyages à l'étranger sont également prévus avant sa prise de fonction. Invité par l'Égypte, le nouveau président assistera à la COP27 qui débutera ce dimanche à Sharm el-Sheikh. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Parlez de Morning Live de ce dimanche 6 novembre 2022. Modeste Aliouanou, je vous rends l'antenne. Merci Naomi, merci donc pour cette actualité que vous nous avez permis de revivre. Valentin Adibocha, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau, même si la journée elle a été éprouvante hier. Bonjour Modeste Dossa Aniwanou, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs et merci d'être fidèles à ce rendez-vous de Morning Live. Oui, merci à vous également. Allez, à ma droite, j'ai 2 autres journalistes qui sont également présents sur ce plateau. Léonard Sonaïpon, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste à côté de vous, Aristide de Canoussou. Aristide, la bienvenue, on vous souhaite également cette bienvenue là sur ce plateau. Aristide, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou, bonjour le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs et pourquoi pas à tous les auditeurs qui nous reçoivent en ce moment. Merci donc à chacun de vous. Valentin Adibocha, après 4 années d'indifférence de Jair Bolsonaro, le retour aux affaires de notre ami Luiz Inácio Lula da Silva est globalement salué sur le continent noir. À 77 années, la reconquête du pouvoir s'est effectuée dimanche dernier. Personne ne s'y attendait, même si les sondages, à un moment donné, ont bégayé un tout petit peu, ont donné un léger avantage à Luiz Inácio da Silva. Finalement, il a remporté cette élection, mettant sur le carreau l'ex-président désormais, mais qui partira le 1er janvier. Bien sûr, soulagement pour la communauté internationale, soulagement peut-être pour les Brésiliens aussi. Nous, en Afrique, on constate que l'élection a eu lieu et qu'il y a eu alternance à la tête du pouvoir. Après 4 années, n'est-ce pas, de règne, de pouvoir, de présidence, Jair Bolsonaro se retrouve donc sur le carreau, justement à cause des choix politiques qu'il a eu à opérer. On se rappelle en 2018, quand il venait au pouvoir, l'espoir était fondé sur lui parce qu'il prenait des choses qui avaient l'air mirobolants, mais qui, dans la mise en œuvre, ont buté à un certain nombre de choses. On se rappelle également de la crise du coronavirus qui a secoué le Brésil et dont il a été victime par 2 fois. On se rappelle de sa résistance et son comportement indifférent au coronavirus et qui a fini par avoir raison de lui. On se rappelle également d'un certain nombre de politiques, puisque l'homme est issu d'un milieu religieux, évangélique, et qui prônait donc un courant socialiste assez partagé, mais qui, n'est-ce pas, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, s'est rendu compte que
les idéaux religieux ne sont pas toujours en phase avec la réalité du terrain et qui a dû donc faire volte-face, ce que les Brésiliens ont qualifié de trahison et qu'ils n'ont pas pardonné. Son challenger qui a obtenu 50,9% des voix tel qu'on l'a entendu dans le reportage, Luis Inácio da Silva Lula, lui par contre est issu d'un parti qui aujourd'hui est en pleine ascendance, le parti travailleur, qui est en pleine ascendance et qui donc a fini par imposer son homme. Il faut dire que Jair Bolsonaro avait été amené par une coalition de partis politiques qui, n'est-ce pas, fédérait pour aller contre son prédécesseur qui aujourd'hui serait peut-être heureux de voir que ce qui a été promis n'a pas été fait et que les Brésiliens n'ont pas pardonné cela, ils ont préféré censurer. Aristide Canosso, 77 années, est-ce que vous pensez véritablement que Luis Inácio Lula da Silva est toujours véritablement en forme pour conduire les destinées du Brésil pendant 4 années encore? Parce que là, 77 ans, c'est pratiquement déjà sur le plan incliné. On tend vers l'autre chose. Je n'ose pas dire son nom ce matin. On a des chefs d'État africains qui ont plus que ça, qui sont toujours au pouvoir. Mieux, tout ce que je sais et dont je suis sûr, c'est que le peuple brésilien l'a choisi. Il n'a pas choisi, on l'a choisi. C'est parce qu'ils ont confiance en lui qu'ils l'ont choisi. Et donc, moi, j'estime que Lula est dans la pleine forme. Et d'ailleurs, il a dit que le peuple a trop souffert, qu'il est là désormais pour renverser la tendance. Vous savez que, c'est le 3e mandat, il faut le reconnaître, c'est le 3e mandat de Lula qu'il va entamer maintenant. Mais pas un 3e mandat anticonstitutionnel. C'est un mandat choisi par le peuple. Et vous voyez, c'est de ça qu'il est question. C'est un mandat choisi par le peuple. Vous avez vu comment il a su profiter de la situation pour se remettre au devant de la scène. Et Valentin Adiboussa a commencé par l'énumérer. La fameuse question de Covid-19 a joué sur la popularité du président sortant, où 660 000 Brésiliens sont morts à cause de la gestion qu'il en a fait, d'accord? Et suite à cela, au fait, ces prises de position qui étaient plus ou moins brutes, on l'assimilait un peu à un certain Donald Trump, qui était un peu brut. Vous avez vu même sur la période de campagne, les militants pro-Bolsonaro faisaient un peu preuve de violence. Vous avez vu, il y a un policier pro-Bolsonaro qui allait même jusqu'à tirer sur un trésorier du Parti des Travailleurs. Et le monsieur, il a accueilli à froid, il est passé de vie à trépas. Il y a même eu un candidat du Parti des Travailleurs qui aspirait aux législatives au Brésil, qui a été encerclé par un autre député en exercice avec un groupuscule où on le menaçait justement de le tuer, etc. Donc quand vous regardez tout ceci, vous avez même vu dans le reportage, une fois que l'annonce a été faite par rapport aux résultats, les militants pro-Bolsonaro sont montés dans les rues pour barricader les rues, pour empêcher véritablement le Brésil d'amorcer cette étape primordiale. Vous savez, la gestion que vous faites du pouvoir, c'est ça qui détermine comment est-ce que vous allez revenir. Et c'est le peuple qui choisit. Quand le système mis en place permet à ce que vous reveniez, vous allez forcément revenir. Vous avez vu Jair Bolsonaro, il a passé le clair de son temps à attaquer le système électoral. Il a passé le clair de son temps à attaquer le vote électronique. Mais il a voulu aussi embrouiller les sondages. Mais les sondages font parler d'eux-mêmes. Lula était en tête des sondages. Comment est-ce que, après avoir passé 580 jours en prison, il ne s'imaginait pas que le monsieur allait renaître de ses cendres? Parce que, il faut le reconnaître, au moment de l'arrivée de Dilma Rousseff, juste après les 2 mandats consécutifs de Lula, à l'arrivée de Dilma Rousseff, les partis conservateurs qui se sont trouvés une coalition avaient pour idée de renverser non seulement Dilma, à qui on a trouvé une faute de corruption, et on a tout fait pour le dégager, et dans le même temps, on a tout fait pour trouver aussi une casserole à Lula, qu'on a emprisonné. D'accord? Et c'est le système. C'est le système. Mais le peuple, ne sachant pas que c'était les voleurs qui criaient aux voleurs,
a dû choisir quelqu'un qui serait peut-être qui était Jair Bolsonaro, mais finalement lui, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait du pouvoir? Le peuple a finalement compris que mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, il va falloir qu'on sanctionne. Et c'est là la sanction est venue. Et puisque la sanction est venue, aujourd'hui nous avons l'exemple que, eh bien, la démocratie appartient en quelque sorte au peuple, et le peuple l'exerce, et l'exerce dans les urnes pour désigner qui il veut, quand il veut, combien de fois il veut. Vous pouvez faire 10 mandats, si c'est le peuple qui choisit, et vous serez réélu tout simplement. N'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, 27 pays ont été visités par l'ex-président, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, l'ex-nouveau président du Brésil. 27 pays africains ont été visités, ce qui a justifié son élection. Le salut que les Africains ont eu, il y a eu le président sénégalais qui a salué, il y a eu le président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest également qui a salué cette élection. Alors vous, Léonard Sonnet-Pon, est-ce que vous avez le sentiment que les Africains pourront de nouveau jouir de tout ce qui se passe de façon positive au Brésil, puisque le Brésil aujourd'hui connaît un boom économique? Moi, je pense déjà qu'il faut pouvoir jouir de ce qui est en Afrique avant de vouloir jouir de ce qui est au Brésil. Aujourd'hui, le président qui est là actuellement, qui a été élu, Lula, est venu parce qu'il a défendu des idées. Et les idées se basaient essentiellement sur la lutte contre la faim et la lutte également contre la déforestation. C'est-à-dire aujourd'hui que l'Amazonie est, je dirais, dans un sale état, et il fallait quand même quelqu'un qui ait une politique pour véritablement assainir ce milieu-là. Et le changement climatique aujourd'hui, c'est un des thèmes très importants du monde. D'ailleurs, il y a un sommet qui se tient à Semerchier au Brésil. En Égypte, autant pour moi, oui. En Égypte, oui. Et donc, c'est un thème très important. Donc, il fallait qu'il puisse miser là-dessus correctement et minutieusement. Et quand on connaît également aujourd'hui la situation économique du Brésil, il fallait également miser sur la lutte contre la faim pour que cette partie minoritaire qui se sentait exclue des débats politiques, qui se sentait marginalisée, puisse refaire surface et exprimer tous ses désirs. Et comme au Bénin, je pense que le Brésil a également fait un vote de sanctions. Il n'était plus en phase avec la politique de gouvernance de Bolsonaro. Ils ont tapé du poing sur la table. Et quand vous voyez les chiffres, par exemple, quand vous dites qu'en 3 ans, de 2018 à 2021, plus de 34 000 km² de forêt ont disparu de l'Amazonie. Une étude de Nature en 2021 concluait même que la forêt était devenue une source de CO2, alors que normalement, la forêt ou les arbres sont censés absorber le CO2 et dégager ou rejeter de l'oxygène, ce qui est véritablement quelque chose d'assez préjudiciable à la nature et également au Brésil. Et donc, il fallait que le peuple puisse prendre son destin en main, sortir des sentiers battus et prendre quelqu'un qu'ils ont déjà expérimenté de 2003 à 2011. Ils ont certainement fait la comparaison entre les deux gouvernances. Ils se sont dit Lula est mieux que Bolsonaro. Le mieux, c'est de ne pas permettre à Bolsonaro de revenir, c'est plutôt de permettre à Lula de revenir pour un 3e mandat. Mais il faut le rappeler, ce 3e mandat-là n'était pas consécutif. C'est un 3e mandat. Il a d'abord fait 2 mandats. Il est parti, je dirais, un peu se reposer. Et après, il est revenu parce que le peuple a vu qu'il était le sauveur du moment. Est-ce que, à la longue, on ne va pas constater du Bolsonaro dans du Lula? On attend de voir. Valentin Dibochat, les partisans de Jair Bolsonaro ont investi les rues juste après la proclamation officielle des résultats. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que d'abord Lula doit pouvoir réconcilier les Brésiliens avec eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas le premier rôle qu'il doit jouer en tant qu'ancien nouveau président de la République? Je salue d'abord déjà la prise de parole de Jair Bolsonaro. De Jair Bolsonaro qui, n'est-ce pas, même si le discours a été laconique, appelle les gens, n'est-ce pas, à arrêter les violences. C'est fondamental. Il ne comprend pas lui-même, ça c'est une façon de parler, on est en politique.
les descentes, les violences qui ont précédé, qui ont succédé, n'est-ce pas, à la publication des résultats. Je pense que Lula, si on est allé le chercher dans son retranchement, vous voyez, je fais un peu une similitude avec le schéma béninois où Kérékou a dû être rappelé pour prendre les rênes du pays. C'est que les Brésiliens étaient face à un dilemme. Il fallait choisir entre un monsieur qui a du mal à respecter sa parole et un monsieur qui, n'est-ce pas, a déjà fait l'exercice du pouvoir sur 2 mandats et qu'on connaît mieux. Donc il fallait choisir entre 2 mots, le moindre mal. Et là, on a choisi Lula. Première mission, c'est de réconcilier les Brésiliens avec eux-mêmes. Deuxième mission, c'est de repartir sur les cendres de ce qu'on reproche, n'est-ce pas, à son prédécesseur, cher Bolsonaro, pour que on puisse tout faire pour les ramener, pour ramener donc le Brésil sur le chemin. Vous avez parlé d'un boom économique. Il a l'air un peu façade. Au fond, les Brésiliens ne ressentent pas les retombées des progrès notés au niveau de l'économie nationale. Deuxième chose, c'est que vous allez constater que la plupart du temps, il y a une prise en otage de l'économie nationale par un groupuscule qui siphonne, on le siphonne autant qu'on peut, alors que le peuple derrière est en pleine souffrance et tout le reste. Et donc, le peuple brésilien, même si les chiffres parlent, ne ressent pas les retombées, n'est-ce pas, de ce progrès-là. À partir de ce moment, le peuple a décidé, et n'oubliez pas que le Brésil, pourquoi les pays africains ont été prompts, n'est-ce pas, à féliciter l'arrivée de Lula? Le Brésil entretient des relations assez étroites avec les pays africains, surtout en matière d'éducation, la médecine, les élections. Il y a beaucoup de gens qu'on envoie au Brésil pour des formations pointues en matière donc d'économie, de médecine, d'éducation et plein d'autres domaines. On se rappelle même qu'au Bénin, on avait envoyé des jeunes joueurs aller au Brésil pour une formation. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Seul Dieu le sait. J'ai vu certains jouer dans des quartiers, mais très brillants. Lorsque vous les voyez, vous sentez qu'ils ont de la matière. Mais le pays n'a pas pu reconnaître cela. Ça, c'est un autre débat. Donc, le Brésil est un pays qui entretient donc des relations très étroites avec l'Afrique, ce qui fait que les pays africains ont été prompts, n'est-ce pas, à réagir. Deuxième chose, vous avez évoqué l'âge du président. J'aimerais revenir sur ce débat. 77 ans. Regardez un peu en Afrique. Lorsque vous regardez un peu dans la corne, vous allez constater... Mon ancien ami, que vous connaissez, le président du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe. Oui, il a eu plus de 77 ans avant de partir du pouvoir. Absolument. Et il y en a qui ont plus de 77 ans et qui sont encore au pouvoir. Lorsque vous prenez les États-Unis, par exemple, le président américain actuel n'est pas moins jeune. Donc, ça vous dit que forcément, ce n'est pas dans l'âge ce qu'on attend d'eux, c'est plutôt dans le système qu'ils mettent en place pour pouvoir diriger les États. Et puis mon ami camerounais qui est en train de miroiter un énième mandat, 89 ans, hein, si eh bien, je suis en accord avec tout ce que j'ai entendu sur Oui, c'est difficilement qu'on lui met les bottes aux pieds. Tout cela, malgré ça, il est encore candidat à sa propre succession. Comme pour dire que, bon, ce n'est pas forcément dans l'âge que la chose se passe, c'est dans le système que vous mettez en place pour réussir votre mission. Je pense, pour ma part, que Lula a vraiment du pain sous le madrier. Et il va falloir donc... Non, pas sur la planche, Valentin. Non, sous le madrier. Il a du pain sous le madrier. J'apprécie votre expression. Il va falloir donc mettre assez d'efforts pour soulever le madrier avant d'obtenir le pain. À partir de ce moment, il doit prendre conscience qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le peuple ne lui pardonnera pas parce qu'il a déjà l'expérience du pouvoir de tergiverser au début. À partir de ce moment, il a à mettre en place son dispositif et à aller très vite pour que les grands chantiers sur lesquels le peuple attend, il a évoqué les questions environnementales. Le Brésil a été très secoué. Vous avez eu les incendies de grande ampleur qu'a connu l'Amazonie. Oui. C'est un véritable casse-tête pour l'économie brésilienne, parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que le Brésil fait partie des pays qui exploitent beaucoup le bois. Et à partir de ce moment, si la forêt est quasi quotidiennement en feu, cela n'est pas un bon signe pour l'économie brésilienne. Donc, je pense qu'on a amené quelqu'un qui a l'expérience du pouvoir,
on attend beaucoup de lui et on ne lui pardonnera pas des atermoiements de début de mandat. Oui, Valentin, je reste avec vous parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Vous avez semblé répondre véritablement. Lula doit pouvoir réconcilier les Brésiliens avec eux-mêmes parce que ses adversaires d'aujourd'hui ne lui laisseront pas la tâche facile. Ça va être compliqué puisque quand vous prenez les résultats du scrutin, 50,9%, 49,1%, eh bien, 1%, ça dit que le Brésil est complètement, totalement divisé. Le résultat est serré, mais ce n'est pas un néophyte qu'on amène au pouvoir. C'est ça la différence. Ce n'est pas un néophyte qu'on amène au pouvoir. Et lorsqu'on vient au pouvoir, on doit savoir qu'il y a une opposition et qui est là, pas forcément pour vous mettre les bâtons dans les roues, mais c'est à vous d'avoir une capacité d'anticipation assez élevée pour pouvoir donc parer les coups politiques. Parce que je me rappelle quand je discutais un jour avec Clotaire Olide, et il me dit, j'ai dit, mais mon frère, tu prends trop de risques. Il dit, en politique, soit tu donnes des coups, soit on t'en donne. Donc il n'y a même pas de mi-temps en fait. Vous en donnez ou vous en recevez. À partir de ce moment, Lula da Silva est quelqu'un qui est habitué du pouvoir. Il a déjà travaillé avec de l'opposition venant de Jair Bolsonaro sous son mandat. Donc ce n'est pas du nouveau en fait. Ce n'est pas du nouveau. Et c'est une élection couplée. C'est une élection couplée. Ce qui pourrait lui poser problème, c'est que si, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, il n'avait pas la majorité, là, il doit s'attendre vraiment à serrer les ceintures s'il l'emportait pour pouvoir résister, n'est-ce pas, aux charges qui viennent de l'opposition. Oui, Aristide Canosso. Eh bien, je lis sur mes notes ici, de 2000 à 2010, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique sont passés de 4 à 20 milliards de dollars. Par conséquent, le retour de Lula est véritablement salué sur le continent africain. Alors, Valentin Adibochat disait tout à l'heure, eh bien, dans sa prise de parole, qu'on ne sent véritablement pas le boom économique du Brésil sur le vécu quotidien des Brésiliens. Comment pensez-vous que l'actuel président de la République, c'est-à-dire celui qui prendra officiellement fonction le 1er janvier, puisse faire rejaillir sur la population les fruits positifs de ce boom économique? Il a su le faire pendant ces 2 mandats consécutifs avant Dilma Rousseff. D'accord? Et il faut le reconnaître, sous la présidence, sous le pouvoir de Bolsonaro, plus de 33 millions de Brésiliens sont plongés dans la faim. En dehors du désastre environnemental, 33 millions. Et vous avez remarqué que pour justifier qu'effectivement c'était ça, un peu avant les campagnes, Bolsonaro a injecté des fonds très conséquents pour redresser la pente. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, il ne peut pas attendre le soir de son mandat ou au moment où sa cote de popularité est en baisse pour pouvoir maintenant injecter de l'argent et sembler pouvoir relever le défi de la faim qu'il a causé lui-même. Donc, j'estime que véritablement, Lula est capable de le faire. Il a déjà eu l'expérience par 2 fois déjà, par 2 mandats. Et c'est pas cette expérience heureuse que les Brésiliens ont connue avec Lula qui lui ont renouvelé aujourd'hui ce mandat. D'accord? Donc, moi, j'estime que sur le plan économique, Lula a déjà... C'est même l'un des avantages qu'il a sur Bolsonaro. Au fait, c'est quelqu'un qui, du Parti travailleur, le Parti des travailleurs, qui s'efforce à améliorer le quotidien de... Ancien syndicaliste, parce qu'il a été syndicaliste. Oui, ancien syndicaliste. Donc, ouais. il est beaucoup plus proche des gens qui sont en situation difficile. Il fait tout pour amener tous les Brésiliens presque au même niveau pour que la stabilité, que ce soit économique, sociale et tout le reste, puisse s'afficher. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je pense qu'il est capable de le faire et on doit pouvoir simplement prier que, la division que nous sommes en train de pressentir, parce que, figurez-vous, c'est presque inévitable, en dehors du sondage que vous voyez, vous lisez déjà sur le terrain les schémas de violence qui s'observent. C'est ainsi que ça va se répercuter au niveau des administrations, c'est ainsi que ça va se répercuter à plusieurs paliers sociopolitiques, économiques du Brésil. Mais je sais que Lula pourra véritablement, à travers son aptitude managériale d'ex-syndicat et de candidat victorieux d'un parti qui sait comment unir une population pour une cause noble, pouvoir passer cette étape et unir véritablement le Brésil et pourquoi pas relever davantage le défi économique qui s'impose au Brésil. Moi, j'estime que le peuple brésilien a suffisamment
observé Lula dans son exercice et a compris qu'il fallait véritablement qu'il revienne. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas non plus parce que Bolsonaro était un mal qu'on doit forcément éliminer. C'est parce que le peuple a finalement compris. A compris que, oui, c'est un camp qui avait voulu renverser le Parti des travailleurs et que finalement on a constaté que le Parti des travailleurs, c'est un parti qui véritablement dans ses mandats, parce qu'il faut le reconnaître, Dilma Rousseff aussi était du Parti des travailleurs. Donc, c'est dit, dans les mandats, on remarque véritablement que, oui, il y a des changements conséquents qui impactent le quotidien des Brésiliens sur le plan économique et tout le reste. Mais les autres sont fatigués du fait que ce soit les mêmes qui fassent bien le travail. Mais quand on fait bien le travail et que le peuple constate, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on repositionne davantage ces gens-là? C'est ce qui se passe. Mentionner que Jair Bolsonaro n'était pas très bien préparé à la chose. Naturellement, c'est accidentellement qu'il s'est retrouvé là, parce qu'on voulait coûte que coûte renverser le Parti des travailleurs. Donc c'est le service de la religion, beaucoup plus de la religion, hein, pour pouvoir se hisser au sommet de l'État. Pour se hisser, parce qu'au Brésil, la religion domine, hein, véritablement. La tendance évangélique a pris la tendance dans ce pays-là, et que donc lui, étant donc un pasteur, il a profité donc de ce qui alimente davantage la division dont vous parlez, et comment dire, Lula doit beaucoup plus travailler sur ça. C'est quand Jair Bolsonaro, invité par les pasteurs évangéliques le 22 août dernier, si mes souvenirs sont bons, il disait devant eux: seul Dieu pourra l'enlever du fauteuil présidentiel. Quand vous dites ça devant vos électeurs, c'est dit que même quand vous perdez, d'accord, ces gens-là vont détruire des choses. Que ce soit des choses des dégâts qu'on peut tout de suite remarquer, mais aussi des dégâts sur le plan intellectuel. Donc j'estime que ce qu'il a dit là, c'est beaucoup plus révoltant. C'est beaucoup plus des propos qui peuvent amener une partie d'un peuple à se soulever contre une autre partie. D'accord? Donc, j'estime qu'à partir de ce moment-là, il a déjà injecté le virus dans la société brésilienne, et il va falloir que Lula soit très vigilant. Vous vous souvenez que en son temps, au moment où la crise de Covid-19 faisait son dégât au Brésil, eh bien, il y a un chef d'État un chef d'État de l'armée de terre qui a demandé à ce que Jair Bolsonaro fasse des provisions, et ici il s'y a opposé, et il a voulu même, parce que celui-ci réclamait ouvertement, il a voulu le disjoncter. Le ministre de la Défense d'alors s'y a opposé, il a sauté le ministre de la Défense, ce qui a déjà, en son propre sein, déjà créé une forme de division et une forme de mésentente, parce qu'on estimait que, oui, au sein de l'armée, il y a des déficits qu'il pouvait combler, mais qu'il n'a pas pu combler. Mais généralement, aujourd'hui, ce qui a lieu de souligner, c'est que Lula aussi a du pain sur la planche. Il va falloir... Non. Valentin a dit qu'il a du pain sous le madrier. Non, je parle de Lula. Oui, il a du pain, d'accord. Il a du pain sous le madrier, c'est ce que Valentin Diboucha a dit tout à l'heure. Mais le madrier, vous connaissez son poids. C'est pas facile de le soulever. Hein. Mais il peut le soulever puisque c'est le peuple qui l'a porté là. N'est-ce pas? Oui. Allez, merci. Alors, Léonard Sonaïpon, le troisième mandat du septuagénaire, c'est-à-dire son élection, la troisième élection du septuagénaire de ce grand pays sud-africain, intervient dans un contexte de lutte d'influence des puissances mondiales en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, vous savez, est véritablement partagée par la France, les États-Unis, et comme on dit également la Russie, la Chine. Est-ce que le Brésil pourra trouver une place dans tous ces pays-là? Parce que là, ça va être compliqué. Il faut d'abord que Lula puisse gérer les problèmes au Brésil et tenter maintenant d'imposer le Brésil sur la scène continentale. C'est une tâche ardue. Il faut dire que déjà même, quand vous prenez le contexte dans lequel il vient, ce n'est pas le même contexte dans lequel il est venu en 2003. Oui, tout à fait. C'est pour cela que moi je dis qu'il vient aujourd'hui dans un contexte où il y a une faim accrue, où la forêt est dévastée, l'Amazonie est en perdition. Et donc aujourd'hui, l'impatience est d'autant plus grande de la part des populations. Et cette impatience-là, comment faire pour pouvoir la satisfaire tout de suite? Et justement, Valentin le soulignait, les populations brésiliennes ne vont pas lui pardonner du fait qu'elle ne soit pas satisfaite tout de suite, parce que lui, il a une expérience du pouvoir. Il ne vient pas en tant que néophyte, il vient en tant que sachant, il vient en tant qu'expert, parce qu'il a déjà passé 2 mandats
sur ce trône présidentiel. Donc, il revient en tant qu'expert, en quelque sorte. Et donc, il y aura une impatience déjà de la part des travailleurs, de la part de la couche minoritaire et également de la part des Brésiliens en tout. Et aujourd'hui, il faut dire également que sous le règne de Bolsonaro, l'aspect diplomatique a pris un coup. Et c'est ça également qu'il faudra pour le Brésil établir ou rétablir. C'est-à-dire que soit on est un pays aligné, soit on ne l'est pas. Et donc, quelle sera la politique de Lula vis-à-vis de cela? Est-ce que le président actuel sera dans une dynamique d'être un pays aligné en soutenant par exemple, je ne sais pas moi, l'Ukraine, en soutenant par exemple la Russie? Quel sera sur le plan diplomatique l'aspect ou le comportement de Lula vis-à-vis donc de la représentation diplomatique du Brésil vis-à-vis des autres pays? C'est une question primordiale parce que le Brésil, quoi qu'on dise, n'est pas le nombril du monde. Justement, je vous dis, eh bien, je vous lis ce que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit. Il a dit, il peut jouer sa partition, mais il lui sera extrêmement difficile de s'affirmer d'un point de vue diplomatique et d'être aussi présent, eh bien, que les États-Unis, la France et autres. C'est pas faux, parce que il y a tellement de chantiers au Brésil même. Il y a tellement de chantiers à résoudre, il y a tellement de chantiers à construire, il y a tellement de choses à faire dans son pays qu'il serait même parfois fou de lui demander d'aller, je ne sais pas moi, comme on connaît nos présidents africains qui voyagent de pays en pays, il ne pourra pas véritablement le faire parce que si il pense au peuple, comme il a dit à travers donc son projet de société, et donc il va vouloir réguler donc le problème aujourd'hui de la faim, ce sera difficile d'être présent, véritablement présent sur le plan diplomatique, encore qu'on sait que le Brésil, on peut le dire sans se tromper aujourd'hui, ça fait partie des puissances mondiales. Et dans une certaine mesure, on ne peut pas parler d'un certain secteur. Par exemple, quand on parle du sport, quand on parle du football notamment, on ne peut pas parler de ce secteur-là sans parler du Brésil, parce qu'ils ont un certain passé, ils ont un certain vécu dans ce milieu-là. Et donc, aujourd'hui, c'est un gros défi que doit relever donc Lula à ce poste, et les populations brésiliennes seront plus impatientes qu'autrefois, et c'est ce problème-là qu'il va falloir véritablement résoudre. Valentin Diboucha, eh bien, le ventre creux ne réserve pas de choses bonnes hein, quand on est président de la République et les gens ne mangent pas. On a dit ici, pour raviver la flamme presque éteinte entre son pays et l'Afrique, et ça c'est Cyril Ramaphosa qui continue eh bien, de parler donc de l'élection de Lula, le président nouvellement élu pourrait néanmoins tirer profit de l'affection que lui porte une certaine jeunesse africaine friande de liberté, du panafricanisme et d'éloignement par rapport à l'Occident, conclut eh bien donc le président Cyril Ramaphosa, qui visiblement a fait une bonne analyse. Et quand il parle eh bien, de liberté, comment on appelle la jeunesse africaine friande de liberté, de panafricanisme et d'éloignement par rapport à l'Occident. Le comportement du nouveau président de Lula, n'est-ce pas, au Brésil, est un comportement qu'on connaît déjà. En fait, Cyril Ramaphosa parle de quelqu'un qu'il connaît, il ne parle pas d'un inconnu. Il parle de quelqu'un qu'il connaît, il connaît ses prises de position, il connaît, n'est-ce pas, son sens élevé de responsabilité. De responsabilité. À partir de ce moment, on y met beaucoup d'espoir. Et vous voyez un peu la lecture que font les Africains de l'arrivée de Lula à la tête du Brésil. Cette lecture est d'autant plus enracinée au Brésil parce que n'oubliez pas que nous sommes liés par l'histoire. Le Brésil est le 5e pays le plus grand de la planète. Derrière, donc, la Chine, la Russie, le Canada. Vous voyez, la tâche est immense. Le Brésil dispose d'un potentiel énorme et fait frontière avec des pays. Le Brésil est comme le pays qui draine, n'est-ce pas, les pays de l'Amérique latine. À partir de ce moment, et puis un fort brassage, hein, parce que colonisé par les Portugais, il y a l'arrivée des autres nations sur le territoire brésilien. Donc c'est un métissage assez poussé qui lui permet d'adopter une position stratégique au niveau de l'Amérique latine. Et à partir de ce moment, on a placé, lorsqu'on parle des scores serrés, n'est-ce pas, 0,09% d'écart
cela voudrait dire que le peuple, même au sein même du peuple, il y a eu assez de doutes. Les sondages n'étaient pas en sa faveur, mais les ratés de communication, n'est-ce pas, de Jair Bolsonaro, les erreurs de gestion du pouvoir de Jair Bolsonaro ont favorisé, n'est-ce pas, l'élection de Lula. Et ça lui met au cou une plus grande responsabilité. Et moi, je ne suis pas aussi pessimiste que mon ami d'en face, Aristide Kanoussou, qui met un espoir fou, n'est-ce pas, sur l'arrivée au pouvoir de Lula. Non, pas pessimiste, optimiste. Optimiste, hein. Oui, je suis aussi optimiste que mon ami d'en face, mais je comprends toute la fougue qui l'anime lorsque, n'est-ce pas, il parle de Lula da Silva comme nouveau président du Brésil. Lorsqu'il parle, je vois un Brésilien parler. Je sens un Brésilien parler. Je sens qu'on place beaucoup d'espoir sur l'arrivée, n'est-ce pas, de ce président-là, mais à lui de prendre la mesure de la situation et tout de suite de prendre les taureaux par les cornes. Ça, c'est fondamental si véritablement il veut réussir sa mission. Et pour cela, il doit mettre en place une équipe forte, une équipe responsable, une équipe de gens. Vous savez, lors de son dernier mandat, on reprochait à son dispositif la corruption. Il y avait les affaires de corruption qui n'avaient pas joué en sa faveur en son temps. Aujourd'hui, il a pris du recul, il a eu le temps d'observer 2 mandats, 2 présidents. Il revient aux affaires. C'est à lui maintenant d'être vraiment quelqu'un qui est véritablement préparé à la chose présidentielle. Avant donc de boucler, on va faire un dernier tour de table. Aristide Kanoussou, on a vu des présidents africains sur qui le peuple reposait ses espoirs véritablement, mais qui, une fois au pouvoir, se sont fait entourer de rapaces qui ramassent tout sans se soucier véritablement de ce peuple-là. Eux-mêmes, ces présidents-là, eux-mêmes, deviennent extrêmement dangereux parce qu'ils deviennent aussi, des criquets pèlerins, s'emparent de tout véritablement. Est-ce que vous avez le sentiment que Lula, ne tombera pas dans ces travers-là, si tant est que Valentin l'a rappelé, on lui avait reproché avant son départ les histoires de corruption au moment où il a dirigé le Brésil. Je continue de vous dire que les histoires de corruption dont vous parlez, c'était des histoires fabriquées de toutes pièces pour l'empêcher de revenir. C'est tout. C'était des histoires fabriquées de toutes pièces. La preuve... Aristide Kanoussou, le Brésilien. La preuve, quand il a fait 580 jours en prison, on l'a libéré. On a dit que il n'en était rien. D'accord? Donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils l'ont juste empêché de participer aux élections en son temps. Et puis, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il est revenu en force, il renaît de ses cendres. Ce n'est pas un espoir extrêmement optimiste que je place en Lula. Mais je place un espoir au résultat qu'il a eu. Le Parti des travailleurs, c'est comme... c'est un gène que ce parti-là transmet à ses candidats, où ils ont l'obligation de se rapprocher du peuple. Ils ont l'obligation de porter les aspirations du peuple. Et c'est ce qu'il a fait pendant 10 ans. C'est un réflexe pour lui. Dès qu'il est là, c'est le réflexe. D'ailleurs, il a eu tout le temps de constater que ça ne va plus dans le pays. Il a dit dans son discours, le peuple a trop souffert. Et qu'il sait que désormais, il est là. Il est là pour redresser la pente. Donc ce n'est pas... Mais les gens l'ont dit dans certains pays africains, mais finalement, ils ont enfoncé complètement et totalement le peuple. Les gens l'ont dit, le peuple souffre, machin chouette, quand ils viennent au pouvoir, c'est leur poche. C'est leur poche qui les préoccupe. Vous observez bien, ceux qui le disent en Afrique, c'est déjà à partir du 2e mandat qu'ils commencent par mettre l'argent dans les poches. Même déjà au 1er mandat, quand ils viennent, ils ne font plus rien pratiquement. Ils mettent l'argent dans les poches. Mais pour Lula, pendant les 2 mandats, il continue d'être porté dans le cœur des Brésiliens. C'est ça le problème. Après 2 mandats, il est toujours porté. Comment imaginez-vous quelqu'un qui a fait 2 mandats, dont on a traité de corrupteur, qu'on a emprisonné, mais qui revient en tête dans les sondages? Quand Valentin Adiboucha disait que les sondages n'étaient pas en sa faveur, moi je ne suis pas d'accord. Les sondages étaient bel et bien en sa faveur. Seulement qu'à un dernier moment, ça a titubé un peu. Oui, mais les sondages étaient bel et bien en sa faveur. Et c'est Jair Bolsonaro qui se recherchait. Parce que déjà, à partir des constats du Covid-19, le désastre de Covid-19, le désastre de comment on appelle, la déforestation, d'accord, la gestion presque dictatoriale de son régime, parce que oui, c'est ce que lui veut qu'il passe, où il n'a pas la diplomatie de parler avec les gens. Lui, c'est souvent des propos
provocateur, où il veut faire passer forcément, je parle de Bolsonaro, donc tout ceci ne jouait pas en sa faveur. Et ça se reflète même dans ces militants qui aujourd'hui ne font que preuve de violence. Comment imaginez-vous qu'un policier en exercice aille tuer un militant pour le simple fait qu'il est pro-Bolsonaro? C'est inadmissible. Comment imaginez-vous qu'un député pro-Bolsonaro aille encercler un autre candidat qui est pro Lula? C'est inadmissible. Et tout cela se passe dans un pays où le monsieur croise les bras et il regarde. Et quand il vient devant les micro-caméras, il raconte sa vie et puis il retourne dans sa caserne. Et il n'a pas presque reconnu sa défaite. Donc quand c'est comme ça, ça avait déjà commencé par jouer sur lui depuis... Il est devenu Trump 2. Oui, il est devenu Trump 2. Ça a presque joué sur lui et Lula était déjà en tête dans les sondages. Il faut reconnaître que Lula a fait ses preuves pendant 10 ans. Il a lutté sauvagement contre la faim. Parce que il a dit, le Brésil, c'est le pays continent. Le 5e après le Canada, la Chine, les États-Unis et la Russie. D'accord? Et c'est un pays qui partage énormément de frontières avec les autres pays. Donc je pense que dans ce contexte-là, il y a un jeu, il y a matière qu'il ait la tête sur les épaules. Il n'a pas autre choix que d'avoir la tête sur les épaules. Oui, j'espère que la direction générale de Golf TV Africa nous permettra un jour d'aller séjourner de nouveau au Brésil. Valentin Diboucha, je rêve véritablement de ça. Oui, de nouveau, parce que déjà en 1999, j'avais séjourné quelques jours avec Théophile Ndongueda, Jean-Christ Madama. Valentin Diboucha, c'est un pays qu'il faut visiter. Le Brésil reste une nation prospère. Quelle chance de réussite donnez-vous et donc à Lula à la tête de ce pays-là? Non, je le condamne à la réussite. Je le condamne à la réussite. Il n'a pas autre chose que... Vous savez, lorsque j'ai lu les résultats, j'ai compris que le peuple a lu sur les lignes et entre les lignes les programmes proposés par les candidats. À partir de ce moment, le débat se fait, c'est un débat intellectuel, c'est un débat réfléchi. Il est question ici pour le président nouvellement élu de prendre le taureau par les cornes, comme je vous l'ai dit, et de se mettre tout de suite au travail. Se mettre tout de suite au travail. La plupart du temps, lorsque vous observez, lorsque je fais un parallélisme avec les pays africains, lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il est plus préoccupé par les règlements de compte que par le travail pour lequel il a été amené. Donc ici, nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, quand même, qui a une économie florissante. Et donc, ce pays n'a pas intérêt, n'est-ce pas, à piétiner davantage. Il faut sortir les Brésiliens de la faim. Il faut les sortir de la précarité. Lorsque vous entendez plus de 30 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, cela amène à se poser des questions. À quel niveau était le pays avant l'arrivée de Jair Bolsonaro et à quel niveau est le pays aujourd'hui pour qu'on puisse avoir ce résultat un peu criard? Il faut forcément que le nouvel entrant prenne les choses véritablement au sérieux pour qu'on puisse redresser la pente. Au soir donc, eh bien, des 4 années de pouvoir, eh bien, comme on dit, de notre ami Lula, oui, Lula da Silva, Léonard Soneipon, vous serez prêt pour sabler le champagne? On aimerait bien que... C'est prétentieux, hein? On aimerait bien que ce soit au Bénin. Et moi, je pense que ce qui a manqué, par exemple, à Bolsonaro, c'est, vous savez, les chiffres macroéconomiques, généralement, ça ne ment pas. On dit que la Banque mondiale dit que le pays a augmenté de telle virgule, ou bien vous avez évolué de telle... Et c'est ce que le Bénin connaît actuellement. C'est-à-dire que individuellement, dans le pays actuel, on ne constate pas les répercussions de ce bond économique-là sur la vie, sur le quotidien donc des citoyens de ce pays-là. Et donc il va falloir que Lula puisse changer cela. Quand on dit qu'un pays est riche, c'est-à-dire que chaque individu de ce pays est riche. Ce n'est pas que le pays en global est riche. Parce que si le pays globalement est riche et que c'est seulement quelques individus qui se partagent donc la richesse du pays, ça n'en vaut pas la peine. Et donc il va falloir que la majorité de la population puisse quand même avoir un niveau de vie donné, puisse quand même atteindre un seuil de vie donné pour que véritablement il puisse, au soir donc de ces 4 ans de mandat, être satisfait. Ça me rappelle la notion de développement. Le développement, il est d'abord individuel avant d'être collectif. Lorsqu'on parle de développement, c'est que celui qui est à pied est passé à vélo. Celui qui est à vélo a peut-être passé à moto. Ça, c'est
dans les pays en voie de développement et que celui qui peut-être était en location est rentré dans sa propre maison. C'est aussi une façon sociologique de définir le développement. Le développement n'est pas les grands chiffres qu'on annonce, les grands résultats macroéconomiques, le PIB est passé de tel pourcentage à tel pourcentage, le Bénin a fait un bond, nous avons signé, n'est-ce pas, des billets de banque, on a porté notre signature sur des billets de banque. C'est pas que ça le développement. Le développement est d'abord au niveau, n'est-ce pas, des mandants. Les mandants, lorsqu'ils commencent pas à sentir les répercussions, n'est-ce pas, de ces actions-là, on parle de développement. Modeste Dossane-Ouanou, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à pied. Demain, si je vous retrouve en voiture, vous avez touché un peu un pan du développement. C'est aussi ça, la définition du développement, au-delà des autres définitions scientifico-scientifiques qu'on nous donne du développement. Donc, il faut forcément que la répercussion soit sur les populations. C'est la première chose. Merci Valentin Diboucha. Eh bien, ne soyez pas surpris, je traîne une moto qui date du temps de Jésus-Christ. Donc ça dit que le développement ne vous a pas encore atteint. Ne m'a pas encore atteint. Quand vous voulez une moto qui date du temps de Jésus-Christ, vous n'allez pas me dire que, eh bien, le développement... On espère qu'il va vous atteindre. Bon, ben, on verra bien, puisque c'est sur de la distance qu'il faut véritablement évaluer donc comment mon pays est en train de prendre son envol sur le plan économique. Pour ce message que vous venez de sortir, j'ose croire que vous allez changer de moyen de déplacement. Ben, ça va arriver. Ça viendra. Ça viendra forcément, Valentin Diboucha. Merci à vous. Nous allons observer... Aristide Kanousso. Avant d'observer la courte pause pour passer au deuxième sujet, moi, j'aimerais quand même faire savoir que ce qui s'est passé au Brésil, moi, je tire 2 leçons terre à terre. La première leçon, c'est que on peut être au pouvoir, organiser une élection et perdre. Parce que cette notion... Nicéphore Soglo a fait cette amère expérience. Voilà. Il faut le saluer où il est aujourd'hui. Nicéphore, Dieu donné Soglo. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Oui, Hercule. Puisque vous en parlez, vous savez que Nicéphore, Dieu donné Soglo, quand il a organisé les élections au Bénin ici, en 96, il a perdu. Oui. Jusqu'aujourd'hui, les gens, beaucoup ne lui ont pas pardonné cela. Les gens estiment, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens, et ça m'est revenu plusieurs fois que c'était une erreur monumentale que Soglo avait commise en laissant passer le pouvoir. Et c'est devenu une tradition et c'est nous-mêmes qui encourageons ces gens-là en Afrique à s'éterniser au pouvoir. Parce qu'on estime que quand tu viens, tu organises une élection, tu finis ton mandat, tu organises une élection, tu ne dois pas perdre. Donc ils sont obligés de tripatouiller, de frauder. Si moi je fais un mandat, je ne vais pas faire le second mandat forcément. Mais c'est de ça qu'il est question. Aristide Kanousso. C'est de ça qu'il est question. Ne rêvez pas, la fraude sera officielle sans contestation. La fraude sera officielle sans contestation. C'est ça le véritable problème. Et cette tradition, nous devons passer un trait là-dessus. N'est-ce pas? Ce décret-là, nous devons abolir ça. Oui. C'est important. Et la deuxième leçon fondamentale, c'est que le peuple est toujours souverain. Quand le peuple décide, quand vous faites bien et vous ouvrez le jeu, et le peuple a confiance en vous, il vous portera absolument le nombre de fois qu'il veut. Si votre constitution ne vous empêche pas de vous présenter, le peuple vous portera autant de fois que possible. Donc, il est important que les Africains tirent leçon de cette expérience-là. Oui, si vous venez au pouvoir et vous avez un marteau qui tombe tout le temps sur la tête de votre peuple, ne soyez pas rassurez que eh bien, ce peuple-là va vous porter de nouveau. Hein. Si vous avez un marteau entre les mains, tenez-vous tranquille. Hein. Si les jeux sont ouverts, on vous dégage tranquillement hein, pour avoir la paix. Si les jeux sont ouverts, on vous dégage tranquillement pour avoir la paix. Malheureusement, en Afrique, les yeux ne sont pas toujours ouverts. Il y a tellement de similitudes. Hein. Lorsque vous prenez le peuple brésilien et le peuple béninois, l'histoire, vous voyez, leur constitution date de 88. La nouvelle constitution date de 88. Et en 9 élections, il y a eu peu de présidents qui ont fait un seul mandat et qui sont partis. Autrement dit, entre-temps, il y a eu des erreurs de gestion de pouvoir que le peuple a sanctionnées dès la fin du premier mandat. Ce qui a été également le cas au Bénin. Vous vous rappelez que depuis 90, il n'y a qu'un seul président qui soit venu et qui ait fait un mandat. Nicéphore, Dieu donné Soglo. Et que du coup a fait 2. Absolument. Et les erreurs qu'on reproche à Nicéphore Soglo sont pratiquement des erreurs de gestion, du pouvoir.
À un moment donné, le côté, n'est-ce pas, prince d'Abomey avait pris un peu le pas sur, n'est-ce pas, la gestion du pouvoir. Vous allez comprendre que si vous êtes resté vraiment... Nicéphore l'incompris, j'ai pris l'habitude de dire. Absolument l'incompris. Nicéphore, Dieudonné Soglo l'incompris. Très ambitieux, oui. Il a mis en place une politique de redressement économique, mais au fond, on ne l'a pas compris. D'abord, une transition parfaitement réussie. Absolument. Il faut avoir le courage de le dire à ce micro. Je me rappelle une transition parfaitement réussie, oui, bien sûr. J'étais à Manonville en 1991 quand j'ai rencontré le président Soglo et son épouse, très jeune, dans un jean que j'ai gardé dans les mémoires. Et il prenait, vous voyez, il avait la facilité de communiquer avec le peuple. C'est vrai qu'il a un jargon un peu très intellectuel si vous le côtoyez, mais au fond, il arrive, n'est-ce pas, à faire passer le message. Et c'était fondamental. Aujourd'hui, s'il était permis au Bénin qu'on ramène les anciens présidents pour briguer, n'est-ce pas, une élection, vous allez comprendre qu'il y a vraiment un jeu. Il y a un jeu, c'est-à-dire qu'on ne connaît la valeur de l'homme que lorsque l'homme n'est plus en place. L'autre chose qui a aussi joué sur lui en son temps, je pense, c'est la dévaluation du franc CFA. Absolument, il était rentré avec un sac dans lequel, n'est-ce pas, quand on a ouvert, on a constaté que ça, ce n'était pas une... Il a été traité de tous les noms par feu président du NCC, Albert Tevoïtré, paix à son âme. Mais en réalité, ce n'était pas une politique de Soglo, la dévaluation, c'est une politique... Oui, naturellement, ça a joué en sa mais malheureusement, c'était dans sa valise, dans sa mallette que se trouvait, n'est-ce pas, l'information portant d'évaluation. Il y en a, Valentin, qui l'ont combattu à cette époque-là et qui ne sont plus de ce monde. Absolument. Je n'ose pas dire que la terre leur soit lourdement lourde, que le peuple leur pardonne leurs péchés parce qu'ils en ont commis suffisamment. Et bien, sous le règne de Nicéphore Dieudonné Soglo, ils l'ont aidé à perdre le pouvoir en 96, alors qu'en réalité, il y avait une dynamique économique véritable qui a été impulsée à la République. Je me rappelle les grands chantiers, n'est-ce pas, de construction de routes qu'il avait engagés. Jusqu'à aujourd'hui, on retient que c'est lui qui a fait la double voie qui quitte l'Étoile Rouge, n'est-ce pas, pour Godomé. Il a fait un certain nombre de grands travaux, les pavés, n'est-ce pas, qui permettent de... Le Centre international de conférence de Cotonou. Voilà, le CIC qui aujourd'hui... Pavé Aminadoua. Et donc, mais il avait engagé... C'était des propos qui se tenaient. Absolument, dans le il avait temps. engagé... Nima Pavé Nadou, c'est ça on a dit. Hein. Comme on le dit encore aujourd'hui, il a engagé un certain nombre de grands travaux qui avaient quand même impacté positivement le Bénin. Et aujourd'hui, on reconnaît ces mérites-là, on salue, n'est-ce pas, la grandeur de l'homme et on lui dit bon repos dans sa retraite parce qu'il est aussi allé à la retraite et aujourd'hui, il peut être consulté comme sage, même si entre-temps, il y a eu quelques déboires qui ont fait que le président de la coalition des anciens chefs d'État. Voilà, il a été tellement président de choses que je me rappelle quand il était à la retraite. Et l'homme est encore ouvert, hein? Vous pouvez demander à le rencontrer, vous allez le rencontrer, discuter avec lui et vous repartez entièrement, totalement satisfait. Non, parce que là, il est un féru d'Aimé Césaire qui n'est plus de ce monde. Et quand vous allez le voir, vous sortez Valentin Dibochat avec un vocabulaire superbement fourni, parce que là, dans sa tête, ça tourne à 800 à l'heure. C'est des hommes qu'il faut graver dans l'histoire. Oui. Il y a, je sais que... Malheureusement, le Bénin n'a pas appris à rendre les honneurs mérités à ces gens de personnages. Il y en a eu suffisamment. J'ai en mémoire Jean-Marie Zohou, qui a quitté ce monde dans un anonymat terrible. Le professeur Albert Tevoïdia aussi, ces derniers jours, vous le savez, Moïse Messant, bref, le peuple et le Bénin n'a qu'à commencer véritablement par valoriser. Il ne faut pas l'oublier, Modeste Anévanon, Nicéphore Dieudonné Soglo est le seul pratiquement chef d'État qui fait la promotion très avancée de la culture béninoise. Son habillement, ça n'a pas changé de toute son existence. D'accord? Et en dehors de ça, je me rappelle quand les trésors royaux ont été rapatriés, où il était allé visiter, au lieu que ce soit le guide qui lui expliquait les choses, c'est lui qui expliquait les choses au guide. Donc c'est quelqu'un qui comprenait véritablement ce qui se passe. Et il a... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Emmanuel Mounier a baptisé le Dahomey d'hier, aujourd'hui Bénin, quartier latin de l'Afrique, s'il vous plaît. Si vous sortez Aristide Canosso, vous prenez position à côté d'un colon, vous avez de la valeur. Si Valentin Dibochat, je le vois sur un plateau de télévision, je peux ne pas suivre et revenir suivre l'émission en nouvelle diffusion après, parce que vous êtes des valeurs de la République et la République saura vous reconnaître ça, parce que là, j'ai du plaisir à être parmi vous. J'étais un tout petit peu stressé ce matin, mais quand j'ai démarré l'émission Mon Île, Valentin Dibochat, vous avez pris la parole, vous m'avez requinqué, vous m'avez donné du baume au cœur, en raison,
la valeur positive que vous incarnez en raison de ce qui sort de votre bouche. Coup de chapeau à vous, vous méritez tous d'aller au Panthéon. Nous allons... Nous ne sommes que d'humbles serviteurs. Oui, je suis entièrement et totalement d'accord. Nous allons observer une pause avec donc le président Idriss Déby Itno, ce qui va nous permettre de basculer dans ce sujet de tripatouillage de la Constitution que certains chefs d'État africains ont appris, c'est-à-dire ça devient la boussole de conduite des affaires dans les républiques africaines. Idriss Déby Itno, avec la permission de la régie de l'autre côté, nous allons le suivre pendant un petit bout de moment. Nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer de nouveau ce sujet, mais nous n'allons pas fini de décortiquer ce sujet-là. Ce sujet reviendra de façon permanente et constante parce que nous devons faire en sorte que ceux qui rêvent de tripatouiller les constitutions sur le continent africain puissent laisser ce tripatouillage et permettre au peuple de désigner leurs dirigeants. Idriss Déby Itno, s'il vous plaît. Que ce sont les mêmes hommes que les Nations Unies devraient tirer. En fait. Quoi qu'il en soit, puisque le rapport a été rendu public, le gouvernement tchadien a décidé d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé réellement. La justice tchadienne a été saisie, donc une enquête est ouverte pour avoir notre part de vérité de ce qui est arrivé. Mais je crois que dans l'adage ancien de certaines régions de notre pays, ils disent que pour mourir, il ne faut pas mourir seul, il faut entraîner d'autres personnes aussi avec. Il y a des pays dont leurs ressortissants, leurs soldats ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le Tchad a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, aux soldats de Sangaris? Un rôle neutre. Vous avez les soldats français, les soldats congolais, vous avez les soldats, je ne sais pas, d'autres nationalités aussi. C'est un rôle neutre. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-Baraka avec des grenades? Qui a armé les anti-Baraka avec des Krachnikov et des munitions? Qui a créé le problème d'affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Allez-y chercher ailleurs. Alors c'est qui? Vous le savez très bien que moi, monsieur le journaliste, vous savez très bien ce qui se passe dans votre pays. Vous pensez à la France? Écoutez, demandez à votre pays d'aller faire l'enquête, mais ce n'est pas le Tchad en tout cas. Donc vous pensez à Paris, en effet? Attendez, ce n'est pas le Tchad qui a fait ça. Alors, monsieur le Président de la République, parlons justement, vous évoquez la France, des relations avec Paris. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une élection présidentielle en France et des législatives. Quelle situation voyez-vous aujourd'hui dans les relations entre le Tchad et Paris avec Emmanuel Macron? Vous aviez d'ailleurs reçu au moment de la campagne ici Marine Le Pen, vous êtes l'un des 3 chefs d'État au monde à l'avoir reçu. Quelles vont être les relations de votre pays avec Emmanuel Macron? Moi j'ai reçu Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas une Française. Non, pas une Tchadienne. Non. Elle était candidate. Attendez, mais laissons ça, vos relations aujourd'hui avec Emmanuel Macron. S'il vous plaît, attendez. Si quelqu'un d'autre, parmi les autres candidats, serait venu, c'est vrai, comme j'ai reçu Marine Le Pen, je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas où est le mal. Mais est-ce que vous pensez que ça a pu choquer, surprendre? Comment? Est-ce que vous pensez que ça a pu choquer ou surprendre certains, le fait que vous receviez Marine Le Pen? Ça peut choquer des Africains, des Français, surtout l'opinion africaine. Ça peut choquer l'opinion, ça a choqué l'opinion tchadienne. Moi, je n'ai aucune raison, n'est-ce pas? Ce n'est pas la politique tchadienne, là-bas, c'est la France. Vous ne regrettez pas? Ça ne me concerne pas, je ne m'ingère pas. Alors, relation dans avec la Emmanuel politique Macron, monsieur le Président de la République. française, c'est pas mon affaire. D'accord. Donc, c'est l'affaire des Français et des Françaises. Okay. C'est votre problème à vous. Bon. Et si les vous relations, avez des problèmes entre Marine Le Pen et les autres, c'est vous. Monsieur le Président. Moi, je n'ai aucun problème avec un homme politique ou une femme politique française. Quelles sont vos relations avec Paris aujourd'hui? Avez-vous eu un contact avec Emmanuel Macron? Le Tchad a eu toujours des relations excellentes avec Paris. Très bien. Avec France. Vous avez déjà eu un contact avec Emmanuel Macron? Même si, je dis bien, nous estimons que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Ouais. C'est quelque chose qui a fait son chemin. Il faut arrêter. Mais tous les présidents élus ont dit ça. Les Français n'en veulent pas. Tous les présidents élus l'ont dit. Les Français n'en veulent pas. Les Africains n'en veulent pas non plus aussi, de France-Afrique.
cette histoire de précaré, vous avez écouté dernièrement le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Il faut couper ce cordon. Votre successeur. Moi, je suis d'avis qu'il faut couper ce cordon. Et Cyril, sur laquelle vous êtes déjà un petit peu exprimé, mais on n'a jamais su vraiment ce que vous vouliez. Sur le franc CFA, est-ce qu'il faut mettre un terme ou pas à cette monnaie? Le seul intérêt qu'il y a, c'est-à-dire que franc CFA, 14 pays, c'est très bon, qui ont une monnaie commune. C'est une chance. Il ne faudra pas qu'il y ait, comment on appelle, un départ disparate par pays. Bon. Il faut que les pays, les 14, restent regroupés et renégocier la monnaie franc CFA pour que cette monnaie réellement devienne une monnaie de ces pays-là. Mais que le Trésor ne nous gère pas. Le Trésor français ne gère pas notre monnaie. Que nous, en tant que pays souverain, nous gérions notre monnaie par nous-mêmes, par notre banque centrale. Nous avons aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration de la banque centrale, il y a 3 Français qui siègent avec nous et qui ont le droit de, comment on appelle, veto. N'est-ce pas? Alors, Monsieur le Président... Où est la souveraineté monétaire dans ça? Comment voulez-vous que l'Afrique se construise dans cette situation? L'Afrique francophone. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. Nos amis, nos collègues chefs d'État de l'Afrique anglophone, isophone, arabophone, ils nous disent que si nous avons aujourd'hui des malheurs, nous connaissons des malheurs, c'est à cause de vous francophones. Alors, Monsieur le Président de la République, avec votre francophonie, avec votre machin, ils nous le disent. D'accord. Je vous le dis devant vous, c'est quand vous êtes des médias extrêmement importants, qui sont lus par tout le monde. Je vous dis ce qu'ils m'ont dit. Et donc, par exemple, la gestion de la rente pétrolière, puisque c'est quand même un sujet très important pour votre économie, oui. Est-ce que ça, c'est aussi de la faute des Occidentaux, des autres, en fait? Ou est-ce que vous constatez qu'il y a eu quand même quelque chose un manquement, un échec à la bonne gestion de la rente pétrolière? Non, moi je pense que pour ce qui doit être à mon avis. En ce qui concerne les ressources pétrolières du Tchad, la France n'a absolument rien à... Idriss Déby Itno, feu président de la République, compatriote avéré. Je me rappelle quand lui-même, Valentin Guibocha, a pris la tête des forces armées tchadiennes pour mener une opération à travers Abéché, Faya-Largeau, ces pays qui étaient, j'allais dire, ces villes écumées par ceux qu'on appelle les terroristes. Idriss Déby Itno a permis de libérer ces villes-là et a permis aux Tchadiens de reprendre leur lettre de noblesse dans ces villes-là. Vous l'avez écouté. Un langage franc, direct. Il est resté égal à lui-même, invariablement invariable. Malheureusement, on a comploté contre lui. On l'a abattu, comme un rat. Valentin Guibocha, la nature saura payer à sa juste valeur à ceux qui ont commis ce crime. C'est l'histoire de l'orange qu'on a fini de sucer et dont on a jeté la peau, même pas à la poubelle, sur la voie pour que les marchands puissent la piétiner. Et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez comment Idriss Déby parle, et lorsqu'il parle des sujets comme le franc CFA, la France-Afrique, lorsqu'il parle des sujets comme la gestion des pays africains, il est droit dans ses bottes et il rappelle que le malheur de l'Afrique vient de cette coopération France-Afrique. D'abord, moi, ça me tape à l'oreille lorsqu'on dit France-Afrique. C'est comme si le continent africain est l'équivalent du pays français. Alors que nous avons affaire à des rapports de force de pays à pays. Maintenant, plusieurs pays fédérés. Vous avez entendu l'un des journalistes dit tout à l'heure, le Tchad et Paris n'a pas dit N'Djamena. Il n'a pas dit N'Djamena. C'est normal. C'est des pays qui sont en mission, pour la métropole. Et le néocolonialisme, pour ma part, est plus violent que le colonialisme lui-même. Plus violent, plus discret, mais plus terrifiant, plus destructeur. Et il va falloir que forcément nos chefs d'État, je suis heureux que la prise de conscience va galopante et que c'est sûr que les générations qui vont venir à la tête du pouvoir en Afrique dans les années à venir prendront la mesure juste des choses et les décisions qui s'imposent pour qu'on puisse se passer du tutélat européen. Il a évoqué les 14 nations qui partagent la même monnaie. Il a dit que
les pays anglophones, arabophones et lusophones nous accusent d'être les mots qui minent l'Afrique. Et ça, ce n'est pas des paroles vaines. Lorsque quelqu'un de cette trempe-là arrive à en dire ceci face à ces journalistes que je vois là, c'est qu'il a un message à passer et ça fait partie des choses qui l'ont fait, n'est-ce pas, assassiner. Aristide Kanoussou, le guide tchadien a quitté prématurément ce monde-là, puisque bon, il n'y a que Dieu seul qui donne la vie, qui peut la retirer, mais il y a des gens qui influencent votre vie, il y en a qui peuvent instruire pour que l'on vienne vous abattre. Idriss Déby Itno a été abattu, Emmanuel Macron est venu célébrer cet assassinat au Tchad, vous l'avez suivi comme tout le monde. Idriss Déby Itno, comment vous l'avez vu? Vous devrez accepter que je fasse une fois encore preuve d'optimisme. D'optimisme en ce sens que, oui, le peuple africain a compris. C'est vrai que la subtilité est très avancée aujourd'hui dans le néocolonialisme. La stratégie est de plus en plus mieux peaufinée, mais l'éveil est de plus en plus encore plus constaté au sein du peuple pour débusquer ces plans-là, ces néocolonialistes qui font feu de tout bois pour détruire l'Afrique. Ou comment pouvez-vous constater ou comprendre que quelqu'un comme Idriss Déby Itno, qui défendait véritablement la souveraineté africaine, puisse être fauché de cette sorte-là, et que la France ne prenne pas la peine de pouvoir investiguer, éclairer l'opinion tchadienne et l'opinion africaine, mais elle se positionne juste comme garant du repositionnement de Idriss Déby fils, ce qui est inadmissible. Vous avez entendu dans l'interview, il a dit, comment se fait-il que le trésor qui appartient, l'argent qui appartient à l'Afrique, soit dans une réserve en France? Et mieux, que la Banque centrale de l'Afrique, il y a 3 Français qui aient droit de veto, qui siègent dans cette banque-là. Comment voulez-vous qu'on apprécie cela? Quelle est la souveraineté de l'Afrique dans cela? Mais oui, c'est normal que les autres pays, les autres nations de l'Afrique qui parlent autre langue que le français, estiment que oui, ce sont ces pays-là, qui sont des pays francophones, qui constituent le malheur de l'Afrique. Vous avez vu, un journaliste lui a dit, chaque chef d'État vient dire la même chose, on ne veut plus de France-Afrique, et pourtant c'est toujours là. Il a fait de l'ironie, c'est pour dire qu'on ne peut jamais se départir de cette France-Afrique-là. C'est de cela il est la question. Mais je pense que cette France-Afrique qui permet des 3e mandats. Cette France-Afrique qui permet les 3e mandats aujourd'hui est dans son dernier virage. Dans son dernier virage parce que les signes que nous remarquons sur le terrain permettent de conclure ça. Et le sommet France-Afrique qui a eu lieu récemment, est-ce que vous avez vu un seul chef d'État? Oui, c'est de ça qu'il est question. Ça a commencé et ça doit continuer comme ça. Ils ont été obligés d'appeler des jeunes, des entrepreneurs et des jeunes qui leur ont craché véritablement à la figure, qui les ont amenés à avouer des choses publiquement. Oui, Emmanuel Macron a avoué beaucoup de choses publiquement. Donc j'estime que c'est de ça qu'il est question. La dynamique en cours actuellement va relever le défi, va permettre à ce que l'Afrique se relève. Seulement qu'on doit être plus vigilant pour savoir que la France-Afrique est là pour détruire les chefs d'État qui parlent beaucoup, qui parlent pour défendre l'intérêt, la souveraineté africaine. Et la France-Afrique est là pour repositionner des gens qui parlent le même langage avec elle. Et c'est ce que le peuple africain a compris aujourd'hui. C'est comme le disait le peuple africain est devenu smart, très intelligent, et je pense qu'on doit rester soudés. Vous avez vu, quand on a parlé de franc CFA à Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 14 pays partagent cette même monnaie. Tout de suite, lui veut qu'on redynamise cette monnaie, qu'on se la réapproprie pour que ça constitue une chaîne de solidarité entre ces pays-là et dans le même temps que sa réserve soit ici en Afrique. Donc je pense qu'on n'est pas à l'étape où chacun ira en rang dispersé. L'Afrique doit s'unir. Les micro-États doivent s'unir pour former un seul État. L'Afrique doit devenir un État pour combattre la France-Afrique. Oui. Est-ce qu'avec le président ivoirien qui est toujours sur place, l'Afrique pourra s'unir si véritablement... Chaque chose en son temps. De l'autre côté... Toute chose a un délai. Et je pense que quand le combat qui a été amorcé sera nourri de volonté, de perspicacité,
de force juvénile. Je pense que cette couche juvénile-là qui est en train de se lever aujourd'hui, accompagnée des personnes, des têtes pensantes et tous les intellectuels, eh ben, qu'ils le veuillent ou non, d'ici à là, il sera obligé de dégager. Il va dégager le plancher et puis l'Afrique va continuer son chemin. Oui, Léonard Sonaïpon, je rappelle au passage que l'armée béninoise, avec les ressources de l'État, était disposée à acheter de l'armement en France. Mais Macron, jusque-là, et ses amis n'ont pas encore autorisé que l'armée béninoise puisse avoir les moyens véritables pour aller en guerre contre les terroristes. Il n'y a pas que la France qui Il n'y a pas que la France, il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a d'autres pays également, il y a l'Inde, il y a le Pakistan. Je crois qu'il va falloir véritablement que les Africains saisissent la balle au rebond. Valentin Djibocha, il est grand temps qu'un virage de 180 degrés soit opéré pour que l'on puisse véritablement savoir bien, que la France n'est plus utile pour le continent africain. Je vous dis au passage que la dernière fois, j'ai vu des amis qui m'ont dit que si nous, sur ce plateau de Morning Live, nous demandons le visa pour aller séjourner en France, que le visa ne nous sera jamais accordé. De mes soucis, je préfère aller en Afrique du Sud, je préfère aller au Zimbabwe et aller séjourner à Bulawayo. Je préfère, Valentin Djibocha, atterrir dans le royaume chérifien que d'aller du côté de la France pour qu'à l'aéroport je sois ridiculisé. Je préfère connaître davantage l'Afrique. Oui, bien sûr. Je préfère aller m'asseoir au Botswana pour voir les belles filles passer. Je préfère aller m'asseoir au Cap-Vert pour voir la beauté africaine digne de ce nom, Aristide Kanoussou. Voilà, c'est ça fondamentalement que les Africains aiment l'Afrique finalement et que l'on cesse. Je veux que le gouvernement prenne des congés et aille dans la Pendjari que d'aller en Europe. Oui, tout à fait. Je veux que le gouvernement de Patrice Talon décide un jour, avec tous ses ministres, d'aller faire un beau séjour, n'est-ce pas, dans le Septentrion, dans les merveilles, n'est-ce pas, de l'Atakora, découvrir un certain nombre de choses. Je sais qu'ils connaissent peut-être individuellement, je dis bien peut-être, pas tous, individuellement un certain nombre de vestiges du Bénin. Et je veux qu'ensemble, ils puissent dire pour ces vacances-ci, nous allons faire la promotion de la Pendjari. Tout à fait. Merci. Oui, Léonard Sonaïpon, vous êtes en train de brûler d'impatience là. Vous brûlez d'impatience. Léonard Sonaïpon, on a suivi le guide tchadien, Idriss Déby Itno, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, grand combattant, à l'instar d'Ahmed de Sékou Touré, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher à son pouvoir, ils ont été véritablement des résistants sur le continent africain. Oui, vous avez suivi le chef de l'État. L'ex-président de la République, feu président Idriss Déby Itno, cela vous inspire certainement quelque chose. Absolument. Cela m'inspire la résistance qu'il incarne. Seulement qu'à côté de cette résistance, il n'y a que lui aussi, par exemple, à tripatouiller, je peux le dire ainsi, la Constitution pour revenir une troisième fois et continuer à aller jusqu'à, je crois, la 5e fois. C'est un SBI français. Donc, parfois... Non, il a dit dans une autre partie de cette interview qu'il avait envie de partir, mais on l'a contraint à y rester. On va y revenir. Non, mais parfois... On va y revenir. Parfois, je pense que... Parce que je crois que c'est le sujet, le troisième mandat. Je crois que parfois, c'est une excuse de certains présidents pour revenir au pouvoir. C'est-à-dire que c'est le système, ça. C'est-à-dire c'est la formule. C'est la formule. En fait, on fait 2 mandats, on suscite donc des populations, on suscite donc des personnes qui vont dire bec et ongle qu'il faut forcément que cette personne-là puisse revenir parce que il y a des chantiers en cours qu'il ne peut pas laisser, parce que généralement ce sont les arguments qu'on donne, qu'il y a des chantiers en cours qu'il ne peut pas laisser, des grands chantiers qui sont en cours qu'il ne peut pas laisser, qu'il y a... Aristide Kanoussou, vous entendez votre ami Léonard Sonaïpon? Qu'il y a une dynamique actuelle qui est en cours et que un néophyte ne peut pas venir au pouvoir maintenant et poursuivre avec cette dynamique-là. Et donc, on sollicite, on demande à ce que ce président-là revienne alors qu'on sait au fond de soi-même que le pouvoir en question est légitime. Parce que une chose est de réviser la Constitution. Malheur désormais à ces valets locaux. Malheur désormais à ces valets locaux qui pensent que le peuple est dupe. Et on va s'asseoir dans des coins pour venir dire oui, le peuple a demandé que le chef de l'État fasse un 3e mandat. Oui. Dieu vous voit dans vos coins là. Et ce qui a conduit, par exemple, à ce que, par exemple, en 2012, à ce que Abdoulaye Wade au Sénégal soit parachuté du pouvoir parce qu'il voulait revenir une 3e fois. Il a révisé la Constitution. Heureusement que les jeux n'était pas pipé d'avance et que tout était rose. La population a fait un vote de sanction à amener Macky Sall qui, lui, aujourd'hui maintenant,
est en train de penser faire un troisième mandat. Vous avez oublié notre ami Alpha Condé qui, du côté de l'opposition, était virulent, c'était le démocrate Bontin, mais en réalité, c'était celui-là, je tais le mot. Il y a plein de noms, il y a Denis Sassou Nguesso, donc du Congo, il y a Yoweri Museveni de l'Ouganda, et généralement, quand vous décidez de revenir pour un troisième mandat, c'est un vecteur d'instabilité. Et vous allez constater que de plus en plus, on constate des coups d'État. C'est aussi dû au fait que, d'abord, il y a mauvaise gouvernance dans ces pays-là, et cette mauvaise gouvernance est appuyée parfois par le fait de vouloir revenir une troisième fois, parce que on sait pertinemment que quand notre président va venir, il y aura les audits. Et quand on a des cadavres au placard, on ne veut pas partir. Justement, quand on contrôle votre gestion, vous dites certainement que quand ceux qui vous entourent sont préoccupés par 10%, 20%, 25%. Oui. Et donc, tout l'appareil qui avait dirigé l'État en ce moment-là souffre quand même d'une certaine corruption, souffre d'une certaine crédibilité. Et donc, on a peur, une fois quand on est au reposoir, de quand même être ébranlé, être épinglé par la justice. Et donc, on se dit, la meilleure solution, c'est de rester au pouvoir. Il y a également le fait que, quand vous quittez le pouvoir, vous perdez certains privilèges. Vous aspirez à rester toujours dans le carcan, dans le confort. Alors que quand vous êtes ancien président, ça n'a rien à voir avec quand vous êtes président de la République. On peut vous couper l'électricité. On peut vous couper l'eau. Oui, c'est ça. Ce sont la arrive même que votre successeur vous bloque certaines... Absolument. Et donc, aujourd'hui, véritablement, on constate que on a connu, et par exemple au Bénin, le fait qu'on a connu beaucoup de coups d'État, ce qui a fait qu'on a plus un président fort. Mais il faut saluer l'alternance qui se réalise au pouvoir désormais en République du Bénin sans accroc et sans anicroche, sans difficulté. On salue l'alternance qui se réalise et nous espérons... On a connu 2 chaos. Bon, chez nous, il faut dire... En 2011 et en 2021. Mais chez nous, il faut dire que nous, on n'a jamais souffert d'un troisième mandat, en tout cas jusqu'à maintenant. On est rassuré, on sait qu'il y a quand même le jeu démocratique qui s'opère à chaque fois, à chaque 2 mandats. Même s'il y a des chaos techniques. Quand un président fait ces 2 mandats, eh bien, il s'éclipse. Encore qu'avec la nouvelle révision de la Constitution, vous ne pouvez pas faire plus que 2 mandats. C'est-à-dire que il nous reste 3 minutes pour partir de ce plateau. Même quand vous revenez, même quand vous êtes dans une posture de réviser la Constitution, il ne vous est plus permis de revenir une 3e fois parce que c'est 2 mandats et pas plus. Voilà, merci à chacun de vous parce que là, l'émission est complètement et totalement terminée. On salue la mémoire du général Caméléon Mathieu Kérékou, puisque quand l'heure a sonné pour que le général Caméléon Mathieu Kérékou passe le témoin, il y a eu des gens qui appartenaient à son gouvernement et qui voulaient véritablement contrepatouiller la Constitution, ou que le chef de l'État refuse de passer le témoin, mais Kérékou a fait le jeu jusqu'au bout. Vous avez vu la démission de Pierre Othio, une démission qui n'est pas restée innocente. Pour ceux qui ont de la mémoire, Valentin Dibocha, votre mot de fin pour qu'on on boucle la boucle. Je salue l'optimisme de mes jeunes confrères sur ce plateau. Je voudrais rappeler que nous sommes vigilants et nous suivons, et j'appelle la société civile à jouer pleinement son rôle au Bénin pour que nous puissions assister, n'est-ce pas, à la gestion saine du pouvoir, à une gestion responsable, à une gestion catholique du pouvoir, ce qui nous permettra forcément de poursuivre la dynamique qui a commencé, à une redistribution de la richesse qui permette au peuple de souffler, parce que nous avons déjà suffisamment souffert et nous aspirons, n'est-ce pas, au mieux comme le peuple brésilien. J'espère que tout à l'heure, à la fin de cette émission, vous ferez le devoir de m'accompagner où on a pris l'habitude d'aller, et bien pour que je puisse souffler aussi, Valentin Dibocha. Merci à vous, Valentin Dibocha. Léonard Sonnet, bon, votre mot de fin. Moi, je pense qu'il faut véritablement que les leaders soient plus matures politiquement et inviter à une prise de responsabilité de la société civile. Parce que ça ne sert à rien de dire que la politique, c'est pour les politiciens. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et si on gère mal la cité, ça va avoir des répercussions négatives sur la population. Donc, il faut surveiller, il faut être vigilant. Et je vais finir en disant que tous les politiques, que tous ceux-là qui sont au pouvoir sachent qu'il n'y a de pouvoir que celui que le peuple vous autorise à détenir. N'est-ce pas?
Oui, Aristide Kanoussou. Il faut respecter le peuple souverain. Je ne dirai pas plus. N'est-ce pas? Il faut respecter le peuple souverain. Madame, monsieur, c'est sur ces mots, donc, ce groupe de mots de Aristide Kanoussou que je referme définitivement cette émission, que j'espère vous avez pris du plaisir à suivre. On prend rendez-vous pour samedi et dimanche prochain. Je salue au passage l'équipe de réalisation, de montage, de diffusion, bref, les hommes de l'ombre. Merci à vous. Ensemble, on se donne la main pour aller au Panthéon, le Panthéon donc de la parfaite réussite de cette émission. À vous donc, nos amis de l'autre côté, vous qui êtes bien devant votre petit écran, merci d'avoir été des nôtres. Positionnement sur les listes de candidature